En 48 heures, une région que l'on disait figée a brusquement changé de trajectoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et de l'état-major burkinabé, une offensive préparée en silence a renversé des années de dépendance sécuritaire et remis le Burkina Faso au centre du jeu sahélien. Ce basculement éclair, mené avec des drones assemblés localement et une coordination régionale inédite, redéfinit ce que signifient désormais souveraineté et sécurité pour le Sahel. Que vaut, pour vous qui suivez l'actualité du Burkina Faso, ce moment où un pays décide enfin de ne plus déléguer son destin? Face à la rapidité de l'offensive sahélienne, une question centrale s'impose. Ce basculement peut-il réellement tenir dans une région longtemps fragilisée par l'instabilité et les dépendances extérieures? La promesse de cette séquence militaire fulgurante repose sur un bénéfice majeur, souvent sous-estimé, la possibilité pour le Sahel de reconstruire une sécurité durable fondée sur des ressources entièrement locales. Mais pour que cette promesse devienne réalité, les risques doivent être compris avant d'être maîtrisés. Le premier danger concerne la fragmentation interne. Sans une cohésion solide entre les acteurs militaires et civils, l'élan actuel pourrait se dissiper. Le second risque vient de l'extérieur, car les puissances internationales pourraient chercher à reprendre l'initiative dès que la région montre une faille. Enfin, un troisième risque, plus discret mais tout aussi déterminant, réside dans la saturation logistique. Une victoire rapide peut masquer la fragilité des chaînes d'approvisionnement locales. Et si cette accélération ne représentait pas seulement une victoire temporaire, mais l'ouverture d'une fenêtre stratégique étroite qu'il faudra exploiter avant qu'elle ne se referme? En l'espace de 48 heures, un système de sécurité considéré comme stagnant a montré qu'il pouvait se réorganiser à une vitesse inattendue. Cette accélération, loin d'être un simple accident tactique, révèle l'existence de mécanismes internes qui ont mûri bien avant la première frappe, annonçant un changement profond dans la manière dont le Sahel construit désormais sa défense. La dynamique déclenchée sous la direction d'Ibrahim Traoré découle d'une chaîne de causes étroitement reliées. D'abord, l'épuisement d'années de dépendance internationale. Ensuite, la montée progressive d'ingénierie locale. Enfin, l'alignement rare des trois armées sahéliennes autour d'un même objectif. Pour comprendre comment cette offensive a pu se déployer aussi vite, il faut revenir aux éléments structurants qui ont transformé un espace autrefois fragmenté en un réseau opérationnel cohérent. Le premier maillon de cette chaîne se situe dans les micro-innovations techniques apparues des mois avant l'opération. Réseau chiffré monté localement, drones testés à Niamey, batterie burkinabé adaptée au terrain frontalier. Ces dispositifs, longtemps vus comme marginaux, ont fini par créer une infrastructure souterraine capable de fonctionner sans supervision extérieure. Le deuxième maillon, Gongozilonzbo, réside dans la maturation politique de la zone AES. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, confrontés aux mêmes vulnérabilités, ont été forcés de tisser des routines de coopération que les missions internationales n'avaient jamais réellement consolidées. Cette coopération, discrète mais constante, a préparé un terrain où la prise de décision pouvait enfin devenir rapide, locale et unifiée. Le troisième maillon, souvent négligé, vient de la société elle-même. L'exaspération grandissante envers les années d'attente et de promesses non tenues a renforcé la légitimité des options locales. Cette adhésion sociale, perceptible dans les villages et les capitales, a permis aux dirigeants sahéliens de pousser plus loin des choix stratégiques autrefois jugés trop risqués. Ce sont donc ces trois strates, technologiques, politiques et sociales, qui, en se superposant, ont permis au Sahel de renverser le cours des choses en seulement 2 jours. Au cœur de cette réorganisation fulgurante, 2 figures moins visibles ont joué un rôle déterminant. Les ingénieurs sahéliens et les opérateurs de terrain chargés de tester les premiers dispositifs autonomes. Leur action, souvent reléguée au second plan, éclaire pourtant la manière dont la transition militaire a réellement commencé avant même le déclenchement officiel de l'offensive. Le premier microcas,
se déroule dans un atelier discret de Niamey, où une équipe réduite travaillait depuis des semaines sur un système de communication chiffré capable de remplacer les réseaux importés. Les essais étaient modestes, parfois hésitants, mais chaque succès partiel renforçait l'idée que la région pouvait, enfin, compter sur des outils conçus par ses propres techniciens. Ce dispositif, réputé trop expérimental pour être employé massivement, deviendra pourtant l'un des leviers qui a permis la synchronisation rapide des forces sahéliennes. Le second microcas provient d'une base avancée burkinabé, où de jeunes opérateurs testaient des drones assemblés localement. Au départ, leur rayon d'action était limité et leur fiabilité incertaine. Mais leur familiarité avec le terrain, leur adaptation aux paysages irréguliers du Sahel et leur robustesse inattendue dans des conditions extrêmes ont fini par convaincre l'état-major régional que ces machines, modestes mais ingénieuses, pouvaient devenir un avantage tactique décisif. Lorsque l'opération a été lancée, ce sont précisément ces drones qui ont fourni les premières images permettant de calibrer les frappes. Ces deux cas, simples en apparence, révèlent ce que l'on oublie souvent. Les grandes bascules commencent par des gestes techniques discrets, portés par des équipes qui refusent la résignation. Voilà pourquoi la précision locale change tout. Tout commence par un signal faible, intercepté à l'aube, qui indique des mouvements anormaux dans une zone frontalière déjà instable. À 4h30, l'alerte circule dans les réseaux locaux sécurisés. Pas de délai, pas de relais extérieur, uniquement des opérateurs sahéliens connectés à une chaîne décisionnelle intégralement interne. C'est le déclencheur. La mécanique de l'offensive se met en mouvement avec une vitesse que personne n'anticipait réellement, sauf ceux qui l'avaient patiemment préparée. Sous la supervision stratégique d'Ibrahim Traoré, les premières unités reçoivent l'ordre d'activation. Les drones s'élèvent, alignant des trajectoires programmées pour couvrir les couloirs de mobilité ennemis. L'opération ne ressemble pas à une montée en puissance classique. Elle s'apparente davantage à un verrouillage éclair du terrain. Le climax s'impose en moins d'une demi-heure. À 5h, les batteries SR5 burkinabé ouvrent le feu avec une précision qui révèle l'intégration totale des images drones dans le commandement tactique. La première frappe cible les motos, cœur logistique des groupes armés. La deuxième détruit les réserves de carburant, étouffant toute possibilité de repli rapide. La troisième neutralise les tentes de commandement, brisant la coordination adverse avant qu'elle ne se mette réellement en place. Dans le même temps, les forces maliennes avancent depuis le nord, appuyées par les drones de repérage lancés à Niamey, tandis que les unités nigériennes ferment la sortie est. L'effet recherché est simple. Priver l'ennemi d'espace, de temps, de cohésion. Chaque séquence est courte, rythmée, calibrée. Elle repose sur 3 atouts: l'autonomie technique, la proximité décisionnelle et la fusion des informations en temps réel. L'opération paraît fulgurante, mais derrière cette fulgurance se cache une structure patiemment construite. Entraînement croisé, cartographie locale mise à jour par les radios communautaires, mini-cellules de traitement d'images opérées directement sur le terrain. Rien n'est improvisé. Le Sahel montre ce jour-là que la rapidité n'est pas une question de puissance brute, mais de cohérence interne. L'aftershock commence dès 7h30. Les forces au sol avancent méthodiquement, sans précipitation. Elles ne cherchent pas l'affrontement direct à tout prix. Elles cherchent la sécurisation durable du terrain. Les drones maliens fournissent des visuels continus, guidant la progression dans les zones où des caches avaient été identifiées la veille. À midi, plus de 60 positions ennemies sont déjà neutralisées. En fin d'après-midi, ce chiffre dépasse les 120. La dynamique change complètement. Pour la première fois depuis longtemps, ce sont les forces sahéliennes qui imposent le tempo, et non l'inverse. Au-delà de l'efficacité militaire, l'aftershock montre l'évolution profonde du Sahel. Aucune présence extérieure, aucune supervision internationale, aucune délégation de décision. Les pays de l'AES opèrent ensemble, de manière fluide,
comme si cette coordination existait depuis des années. Or, elle est assez récente, fragile, mais elle fonctionne parce qu'elle repose sur un socle commun. L'idée que la souveraineté exige d'agir vite, localement et collectivement. Ce segment de l'opération révèle ce que les 48 heures ont réellement changé. Non pas seulement un rapport de force, mais un rapport au temps. Le Sahel n'attend plus, il agit. 3 chiffres résument mieux que de longs discours la portée réelle de l'offensive sahélienne. 72 heures, moins de 3% de pertes civiles et plus de 120 positions ennemies neutralisées. À eux seuls, ils illustrent une transformation structurelle du mode d'action régional, bien au-delà d'un simple succès militaire. Leur sens profond apparaît lorsqu'on les relie aux mécanismes qui ont rendu cette performance possible. Premier chiffre, 72 heures. Ce délai extrêmement court montre que le Sahel a réussi à réduire le cycle décisionnel à un niveau inédit. Cela signifie que les décisions critiques ont été prises localement, sans dépendre de chaînes de validation extérieures. Cette accélération n'est pas due à la chance, mais à la mise en place de réseaux autonomes, capables d'intégrer les données en continu et de les redistribuer immédiatement aux unités au sol. Cette rapidité révèle un centre de gravité nouveau, un commandement régional soudé et réactif. En d'autres termes, la vitesse reflète une autonomie opérationnelle désormais totalement assumée. Deuxième chiffre, moins de 3% de pertes civiles. Un taux aussi bas, dans une opération d'une telle ampleur, constitue une exception dans l'histoire récente du Sahel. Il témoigne de la précision des frappes, du calibrage rigoureux des trajectoires drones et de l'identification fine des zones sensibles avant l'assaut. Les équipes techniques sahéliennes avaient passé des semaines à cartographier les couloirs de mobilité afin de réduire le risque d'impact collatéral. Ce résultat indique une priorité claire, préserver les populations avant tout. En d'autres termes, ce taux exceptionnel signale une discipline tactique rarement observée auparavant. Troisième chiffre, plus de 120 positions neutralisées. Ce volume, atteint en moins de 2 jours, prouve que la coordination interarmée n'était pas seulement stratégique, mais fonctionnelle. Les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont agi comme un ensemble cohérent, redistribuant les rôles au fil des besoins. Les drones fournis par les équipes nigériennes ont illuminé les premières cibles, tandis que les unités burkinabè, coordonnées depuis le centre tactique dirigé par Ibrahim Traoré, ont assuré la majeure partie des frappes de saturation. Cette dynamique intégrée a permis d'éviter les redondances et d'optimiser chaque action. En d'autres termes, la densité des frappes confirme l'efficacité d'une synchronisation régionale nouvelle. Ces 3 chiffres ne racontent pas pas uniquement la réussite d'une opération. Ils révèlent une logique plus profonde. Le Sahel n'est plus un espace réactif, dépendant de soutien extérieur, mais une région capable de concevoir et d'exécuter ses propres stratégies militaires. La monnaie d'échange n'est plus la dépendance, mais l'intégration technique. La ressource centrale n'est plus l'appui international, mais la maîtrise locale du renseignement, de la cartographie et du tempo opérationnel. Chaque indicateur, replacé dans cette dynamique, montre que l'offensive ne fut pas seulement rapide ou précise. Elle fut surtout cohérente. Et cette cohérence, construite patientement sur des fondations locales, marque peut-être le changement le plus durable. Les critiques de l'offensive sahélienne s'articulent autour de 2 arguments majeurs, souvent repris par les observateurs extérieurs. Le premier concerne la militarisation excessive. Selon certains analystes, une montée en puissance aussi rapide pourrait fragiliser l'équilibre interne du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour eux, placer la force armée au centre du processus décisionnel serait un risque, car cela concentrerait trop d'autorité entre les mains des appareils sécuritaires. Ils redoutent qu'une telle dynamique n'entraîne, à terme, une réduction de l'espace civique et une dépendance disproportionnée envers les structures militaires. Le second argument porte sur la fragilité de l'unité régionale. Les sceptiques considèrent que l'alliance entre les 3 pays sahéliens, bien qu'efficace durant l'offensive, demeure jeune et donc vulnérable.
Ils craignent que les divergences politiques, les priorités nationales différentes ou la pression de partenaires extérieurs finissent par fissurer cette cohésion. Selon eux, une opération réussie ne garantit pas la durabilité de cette coopération, surtout dans une région marquée par des rivalités anciennes et des influences croisées. Ces critiques, pourtant structurées, ignorent plusieurs éléments déterminants. L'opération n'a jamais été improvisée. Elle a résulté de mois de préparation technique, logistique et humaine. Les réseaux chiffrés, les drones testés localement et les routines de coordination interarmée ne sont pas des symboles de militarisation brute, mais des outils de souveraineté visant à remplacer des systèmes extérieurs devenus inadaptés aux besoins réels du terrain. La consolidation de ces capacités techniques vise précisément à réduire la dépendance et non à étendre une logique autoritaire. Quant à l'unité régionale, les faits du terrain montrent-moi qu'elle s'est renforcée non par contrainte, mais par nécessité. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont collaboré sans ingérence extérieure, redistribuant les rôles avec une fluidité inédite. Cette cohésion n'a pas été imposée. Elle s'est construite autour d'un objectif commun, celui de reprendre le contrôle de leur sécurité. L'argument de fragilité ignore cette maturation silencieuse, portée par des intérêts profondément alignés. Ainsi, les critiques soulèvent des enjeux réels, mais omettent le contexte transformationnel qui a rendu cette offensive possible. Un point de bascule apparaît soudain. Ce moment précis, survenu à mi-parcours de l'offensive, a révélé que la dynamique sahélienne avait cessé d'être défensive pour devenir pleinement proactive. Les premières victoires tactiques ne représentaient plus seulement des gains militaires. Elles modifiaient la manière dont la région se percevait elle-même. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une certitude nouvelle s'est installée dans les états-majors comme dans les villages frontaliers. Le Sahel n'était plus un spectateur de ces crises, mais un acteur capable de définir le rythme des événements. Dans plusieurs localités, les radios communautaires ont repris leurs émissions, diffusant des informations en temps réel sur la progression des unités. Cette reprise médiatique, très locale, a servi de repère psychologique. Elle montrait que l'effondrement n'était plus la norme et que la population retrouvait un rôle actif dans le suivi de l'opération. Parallèlement, les capitales ont commencé à organiser leurs propres cellules de coordination civile, souvent improvisées mais efficaces, pour anticiper les retombées logistiques de l'avancée militaire. Ce n'était plus seulement une bataille, c'était la naissance d'un modèle où la souveraineté reposait autant sur la technologie et la coordination que sur l'adhésion sociale. Les effets immédiats de l'offensive sahélienne se sont manifestés à travers 4 domaines distincts, chacun révélant une transformation concrète du Sahel après les 48 heures décisives. Ces impacts, parfois visibles dès les premières semaines, illustrent comment une opération militaire peut modifier simultanément les dynamiques sécuritaires, économiques, sociales et régionales. Sous la coordination générale qui incluait la présence stratégique d'Ibrahim Traoré, ces évolutions n'ont pas été théoriques. Elles ont pris la forme de changements mesurables. Au Burkina Faso, la réorganisation des structures de commandement a été l'une des retombées les plus rapides. Les ministères chargés de la sécurité et des infrastructures ont récupéré des marges de manœuvre qu'ils avaient perdues durant les années de dépendance. Cette autonomie retrouvée a permis une priorisation plus fine des zones sensibles. Le Mali et le Niger ont suivi la même trajectoire, mettant en place des unités de décision plus compactes, capables d'agir sans validation extérieure. Cette centralisation contrôlée a amélioré la vitesse de réponse institutionnelle, un élément crucial dans un contexte où chaque heure compte. La stabilisation relative des zones frontalières a rapidement favorisé la reprise des marchés locaux. Là où la circulation était auparavant interrompue par les groupes armés, les routes ont commencé à se réactiver. Ce retour progressif du commerce interne a ouvert la voie à des initiatives économiques fondées sur les compétences locales. Des startups sahéliennes, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la cartographie numérique, ont émergé grâce aux infrastructures techniques mises en place durant la préparation de l'offensive. Ces dynamiques montrent que l'économie sahélienne peut fonctionner sans dépendre de programmes extérieurs.
Les villages longtemps abandonnés ont vu revenir leurs habitants. Les déplacés internes, soutenus par des dispositifs locaux, ont pu revenir dans les zones stabilisées. Les écoles ont rouvert, les radios communautaires ont repris la diffusion de programmes éducatifs, et la vie sociale s'est réorganisée autour d'un sentiment nouveau, celui de participer à une transformation collective. Ce retour progressif à la normalité n'est pas le fruit du hasard. Il découle directement de la sécurisation des territoires et de la clarté nouvelle des dispositifs de gouvernance locale. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'est consolidée. Le Conseil de sécurité sahélien installé à Niamey est devenu un centre de coordination sans précédent, assumant un rôle qui était autrefois délégué à des structures internationales. Cette montée en puissance régionale a modifié la géopolitique sahélienne. Elle montre que l'AHS peut devenir un pôle décisionnel autonome, capable de définir ses priorités sans supervision extérieure. Cette évolution structurelle marque une rupture durable dans la manière dont le Sahel interagit avec le reste du monde. Ces 4 groupes d'effets montrent que l'offensive n'a pas seulement gagné une bataille, elle a ouvert un champ entier de possibilités nouvelles. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes pourraient façonner l'avenir du Sahel. Chacune repose sur des facteurs déjà à l'œuvre: la cohésion interne de l'AES, la pression internationale, la capacité logistique des armées locales et la stabilité politique de chaque capitale. Les tendances observées depuis l'offensive permettent d'esquisser des scénarios plausibles, sans attribuer de probabilité ni anticiper des événements non établis. Dans cette configuration, l'AES maintient une unité fonctionnelle, parfois imparfaite, mais suffisante pour préserver les acquis initiaux. Les armées sahéliennes poursuivent leur coordination, surtout dans les zones frontalières où les tensions demeurent élevées. Les économies nationales stabilisent donc progressivement leurs échanges internes grâce à la sécurisation des routes. Les programmes de reconstruction avancent, mais de manière irrégulière, en raison des limites logistiques et du manque d'institutions totalement harmonisées. Le principal défi de ce scénario réside dans l'essoufflement politique. Sans impulsion durable, la dynamique pourrait s'affaiblir. Ici, la réussite de l'offensive devient une référence continentale. Les méthodes techniques et organisationnelles employées dans la zone sahélienne inspirent d'autres régions d'Afrique, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la production locale de drones et de la logistique militaire intégrée. La coopération Sud-Sud se renforce, offrant à l'AES des partenariats stables pour consolider ses acquis. L'assouplissement de certaines pressions extérieures ouvre la voie à une intégration économique plus fluide. Ce scénario suppose que les gouvernements sahéliens maintiennent une stabilité interne suffisante pour absorber les tensions locales sans rompre l'élan collectif. Dans la version la plus fragile, les divergences politiques s'accentuent entre les 3 pays. Les réformes ralentissent, la logistique s'affaiblit et l'usure institutionnelle réapparaît. Des campagnes de désinformation ou des pressions diplomatiques extérieures créent des fractures supplémentaires. L'AES perd alors le rythme qu'elle avait acquis et la victoire militaire se transforme en symbole sans impact durable. La région retombe dans une forme d'instabilité prolongée, où les gains initiaux ne parviennent plus à structurer un projet commun. Face à ces possibles bifurcations, une recommandation de pensée s'impose. Considérer l'avenir non comme un bloc unique, mais comme un ensemble de lignes évolutives, où la cohérence collective reste le facteur décisif. L'impact de l'offensive sahélienne ne se limite pas aux décisions militaires ou aux réformes institutionnelles. Il touche aussi la manière dont les habitants, les acteurs économiques et les communautés régionales perçoivent désormais leur rôle dans la transformation en cours. Pour comprendre cette dynamique, 3 angles permettent de relier directement l'expérience du spectateur à ce qui se joue sur le terrain. Dans de nombreux villages du nord du Burkina Faso ou du centre du Mali, le changement se manifeste à travers le retour de la vie quotidienne. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs activités et les radios locales diffusent à nouveau
des programmes éducatifs. Pour un habitant, ce retour n'est pas simplement administratif. Il constitue un moment où l'on redécouvre une capacité d'agir et un sentiment d'appartenance. Observer cette transformation, même de loin, invite chacun à réfléchir à la façon dont les initiatives locales façonnent un environnement plus stable. Pour un entrepreneur, un logisticien ou un commerçant, l'évolution du Sahel indique que les circuits internes peuvent fonctionner même sans soutien extérieur massif. La stabilisation progressive de certaines routes a ouvert des opportunités commerciales inédites. Cela ne signifie pas que tout est résolu, mais que la résilience économique locale peut devenir un moteur de croissance si elle est structurée et protégée. Ce regard incite le spectateur à considérer le rôle de la créativité régionale dans un contexte longtemps défini par l'instabilité. Pour les populations vivant dans les capitales de l'AES, la coopération sécuritaire et la réorganisation institutionnelle réactivent une idée longtemps fragilisée, celle d'une communauté sahélienne capable de définir son avenir. Ce sentiment de participation à une trajectoire collective transforme la manière dont les événements sont perçus et invite à réfléchir à ce que peut signifier une souveraineté partagée. À travers ces trois angles, la question n'est plus seulement ce que fait la région, mais ce que chaque acteur y projette. Dans la foulée de l'offensive de Tindiban, une question domine désormais la réflexion sahélienne. Comment transformer une victoire rapide en architecture durable ? Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en 4 étapes s'est progressivement imposée comme le socle le plus réaliste pour consolider les acquis et structurer une stabilité de long terme. Les 3 armées doivent standardiser leurs procédures opérationnelles et créer des centres d'entraînement conjoints basés à Ouagadougou, Bamako et Niamey. L'objectif était de former des officiers capables de gérer des crises transfrontalières. Les progrès seront mesurés par le temps de réaction lors des exercices et par la durée moyenne des cycles de coordination. Les corridors agricoles, souvent coupés par les groupes armés, doivent être réhabilités dans les 6 prochains mois. Chaque pays de l'AES devra établir des cellules techniques locales chargées de superviser les flux logistiques. L'indicateur clé sera la régularité hebdomadaire du trafic marchand et la reprise des marchés frontaliers. Les déplacés internes doivent être accompagnés dans leur retour grâce à des structures communautaires appuyées par les autorités locales. Les écoles et dispensaires seront priorisés pour les premières phases d'installation. La réussite sera mesurée par le taux de réouverture des services publics et le volume de retour enregistré par les communes. Le Conseil permanent de l'AES, déjà actif à Niamey, devra harmoniser les politiques diplomatiques et sécuritaires. Sa performance sera évaluée par sa capacité à produire des directives communes et à réduire les délais de décision stratégiques. Cette institution que soutient Ibrahim Traoré représente le pivot d'une autonomie assumée. Cette trajectoire ne garantit pas l'avenir, mais elle trace un chemin cohérent pour le construire. Au crépuscule de l'opération, l'image la plus marquante ne fut pas celle d'un convoi victorieux, mais celle d'un drone local retournant vers sa base, ses moteurs encore chauds. Ce petit appareil, testé des mois plus tôt dans un atelier discret, symbolisait mieux que n'importe quel discours la transformation en cours. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce symbole technologique est devenu un repère narratif, celui d'un Sahel qui construit sa force à partir de ses propres mains, pièce après pièce, innovation après innovation. Dans plusieurs villages, on raconte que le bruit de ces drones évoquait non seulement la protection retrouvée, mais aussi la preuve tangible qu'un modèle sahélien était possible. Leur retour régulier, presque cérémoniel, a fini par incarner un fil conducteur entre les combats, la reconstruction et l'espoir collectif. Ce n'était plus l'annonce d'un danger, c'était le signe d'une autonomie qui s'imposait enfin. Le Sahel, longtemps décrit comme dépendant, redécouvre, à travers ses gestes techniques, une maîtrise de son propre rythme. Et dans ce mouvement, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage, rappelant que la souveraineté commence souvent par un détail que l'on croyait insignifiant. Le souffle du renouveau persiste.
Alors que le Sahel poursuit sa transformation et que les effets de l'offensive de Tindiban continuent de modeler les équilibres régionaux, une question demeure ouverte. Quelle place chacun peut-il occuper dans cette nouvelle dynamique? La souveraineté, souvent perçue comme un principe lointain, se manifeste en réalité dans les gestes du quotidien, dans les initiatives locales, dans la capacité des habitants à contribuer progressivement à la stabilisation de leur environnement. Les radios communautaires, les marchés ouverts ou les réseaux techniques émergent, témoignent tout d'une région qui se reconstruit par ses propres moyens. Soutenir ces évolutions peut prendre plusieurs formes. S'informer, relayer les initiatives locales, encourager les projets communautaires ou simplement participer aux échanges qui renforcent la cohésion des territoires. L'histoire du Sahel continue de s'écrire, non seulement dans les décisions politiques, mais aussi dans les engagements individuels qui donnent corps à un avenir plus stable.